Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'aimerais vous conseiller la lecture d'un livre exceptionnel, un livre qui s'appelle Chant pour une nouvelle Odyssée de Paul-Henri Guitert. Excellent livre qui suit son précédent, qui s'appelait Étoile Noire, l'Étoile Noire, qui nous avait déjà amené à travers les steppes russes, à travers, à l'époque, le Donbass séparatiste, dans des virées à moto où nous le voyons à l'époque amener du matériel humanitaire voilà, à la population civile sous les bombardements, mais aussi on le retrouvait à méditer sur que veut dire la vie, que veut dire la fraternité avec ses camarades motards, militaires motards russes. Euh, et, euh, et aujourd'hui, dans ce deuxième livre, qui est une suite, si on veut, mais qui peut se lire parfaitement en tout seul, on a ce militaire français, ancien de la Légion, qui réfléchit à une partie de sa vie récente, qui va des plaines arides, des montagnes arides de Djibouti, là où il était en poste avec son régiment et son unité, et qui était au combat. Et je rappelle qu'il y a des combats aujourd'hui dans ces régions-là, jusqu'à aujourd'hui où il est je suppose, en tant qu'auxiliaire de l'armée russe dans le conflit avec l'Ukraine. Et ce travail, toujours dans la méditation et la poésie, on découvre une âme de poète de ce grand monsieur, grand dans la capacité littéraire, mais grand aussi pour la taille. Je l'ai rencontré à Moscou, c'est un géant, il taille du 49, il a une puissance, une carrure, une physique qui est impressionnante, et aussi une douceur, une gentillesse, une douceur d'âme assez impressionnante. Et c'est là où on voit, c'est une sorte de Corto Maltese guerrier. C'est une sorte de poète combattant. C'est une sorte d'aventurier des temps modernes. Je suis très jaloux de la vie qu'il a, entouré de très belles femmes russes et de voyages chez ses... Je crois qu'il fait garde du corps également auprès de riches personnages du sud de la France, dans les Caraïbes et dans d'autres lieux magnifiques, toujours entouré de belles femmes qui sont attirées par un guerrier poète qui, voilà, et probablement avec un physique impressionnant. Et voilà, Euh, il nous a écrit un livre qui est extrêmement bien écrit et qui, au fur et à mesure de l'histoire, nous décrit également ce qu'est la guerre aujourd'hui. En tout cas, il nous explique 2022-2023. Je crois que le livre est terminé en 2024. Donc, comment se passe la guerre au niveau tactique, euh, la camaraderie, les déplacements des troupes, parfois à moto avec des brouilleurs contre les drones sur le siège arrière, ou alors avec un camarade avec un fusil de chasse prêt à tirer à la chevrotine les drones qui s'approcheraient. Il décrit ces nouvelles unités qui sont incorporées maintenant avec les unités des armées dans les nouveaux conflits, ces unités de dronistes, un peu comme à l'époque où on avait, il y a un siècle, même plus d'un siècle, les premières unités de mitrailleuses étaient considérées des unités d'artillerie. Et puis, on les a déplacées, on les a dispatchées, on les a attachées aux unités d'infanterie. Et puis, c'est devenu incorporé et devenu un élément intégré au platoon, à l'escouade, aux unités d'infanterie au niveau le plus granulaire et au plus tactique, parce que c'est indispensable. Donc il décrit ce champ de bataille ukrainien, évidemment entrecoupé, où il doit amener du ravitaillement, parce que justement il ne fait pas partie de l'armée russe. Il est, je suppose, en tant qu'indépendant, il a des liens évidemment, mais son travail c'est d'amener de la nourriture, de l'eau propre pour les bébés. Je me souviens en avoir discuté avec lui à l'époque, de la mixture pour faire du lait, pour faire des biberons, qui est, qui est nécessaire et qui est en demande lorsque, évidemment, vous êtes sur une faille, sur un front, et que vous êtes civil, comment vous faites.
vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a des tirs d'artillerie, les drones qui tournent comme des mouches dans le ciel, vous ne savez pas qui est ami, qui est ennemi. Euh, Bref, dans le tragique éternel de la guerre, il faut des combattants, des guerriers pour faire le travail, que ce soit le travail de tuer, que ce soit le travail d'aider. Seuls les guerriers peuvent le faire, en tout cas des gens qui ont la capacité à être des guerriers. Et donc c'est un livre avec beaucoup de descriptions qui donne envie. J'ai retrouvé mon âme de 9 à 14 ans en lisant ce livre, en me disant « Ah, ça c'est de l'aventure incroyable ». Il est parsemé évidemment voilà, on découvre des Tchétchènes, on découvre des personnages de tous âges et qui sont voilà, pris dans ce conflit et le tout parsemé de beaux poèmes. Je vais commencer peut-être par un poème que j'ai trouvé très beau. Terre noire, air qui brûle, terre noire, ciel rouge, en ce printemps, dans un ciel infini, quand les tempêtes thermobariques s'abattent et les éclairs du ciel cramoisi, et les tonnerres comme musique et les vents pyrotechniques qui hurlent en meute, alors, à travers la steppe déchirée, les âmes s'entrechoquent. Alors, je vois des hommes maudire les hommes. Alors, je vois des hommes souhaitant poursuivre le printemps thermobarique par l'hiver nucléaire. Mais eux, fils aux longues barbes des montagnes du Caucase, fils clairs du soleil boréal, fils aux yeux fendus du Baïkal, eux, fils de l'Empire, avancent au combat, taille haute et sourire aux lèvres, calme. Il décrit l'armée russe. C'est beau. Ça résonne en moi parce que c'est ce que j'ai vu là-bas aussi. Et, euh, je vais vous lire encore quelques extraits pour vous donner un peu l'idée de ce texte. Alors, l'un des compagnons de Maga c'est un des personnages, revient de la centrale nucléaire de Zaporozhye, littéralement en russe la terre au-delà des rapides, conquise par les forces russes depuis 6 mois. Les troupes de Kiev s'acharnent régulièrement à essayer de la reprendre par des assauts de barges sur le fleuve, des bombardements des entrepôts de déchets radioactifs, voire, plus sournoisement, en détruisant en amont le barrage du réservoir qui sert à son refroidissement au risque de déclencher une pollution nucléaire dans toute l'Europe. Maga le félicite pour la défense du site. « Tu as bien et beaucoup tué cette semaine, mon frère. Les chiens sont heureux. Il y a de plus en plus d'os à ronger. » À ce mot, leur énorme berger du Caucase, Argos, un chien de la taille d'un gros lion, il en a aussi la crinière, lève un sourcil interrogateur et intéressé. « Merci, mon frère. Oui, ils sont morts pour la centrale qui était derrière nous. Ils voulaient reconquérir le fief de l'atome. » Il fait une pause, boit un peu de thé, lisse sa barbe, puis reprend. Leur métal est devenu déchet et leur chair abat. Je ne me ferai jamais à la violence de ces montagnards. Qui des nôtres est mort demande Maga. Ce jeune homme, Nurmagomed. Il allait à la guerre comme on va au mariage. Finalement, il s'est marié avec la mort. Nurmagomed, oui, il vient d'une famille noble et respectée des Lax. Elle a donné à la Russie des fils courageux et intrépides. Personne n'a été fait prisonnier, j'espère. Non, bien sûr, frère Maga. Tous les nôtres sont de retour, vivants, blessés ou morts. C'est bien. Nous vengerons tout le monde. Le guerrier tchétchène ne devrait avoir aucune raison d'être fait prisonnier, même si la captivité n'est pas un crime. Et nous sommes heureux que des combattants restent en vie. Mais je me rappelle qu'une heure avant sa mort, Nurmagomed a signalé par radio qu'il manquait de munitions. Chaque guerrier ne devrait pas tirer au hasard, mais considérer chaque tir, chérir chaque balle en sa possession. Le plus mystique des trois lisse de nouveau sa barbe, reprend un air grave, solennel et déclare un doigt pointé vers le ciel. « Oublions cela. Ces temps sont vraiment heureux. La guerre serait venue de toute façon, et je suis déjà vieux. Plus tard, je n'aurais pas eu la force d'y participer. Qu'Allah le Tout-Puissant vous protège et exauce nos duas communes. » Voilà, on voit là l'esprit tchétchène. En une page, il vient de décrire comment va à la guerre le Tchétchène. Et voilà, beau, intéressant. Et parfois, évidemment, ils ne sont pas toujours au front. Il y a des allers-retours sur Moscou, il y a des allers-retours dans les nightclubs de cette grande capitale. Alors, je vous lis encore un extrait.
Une longue table de bois épais est couverte de mets ouzbeks, dolmas, samsa, plov et d'alcool. Vodka de 6 espèces dans des carafons humides de fraîcheur, bouteilles de champagne millésimées dans des seaux d'argent massif débordant de glace et de grands candélabres de vermeil, souvenirs de pillages, d'autres aventures, répandent la chaude lumière de leurs flammes. Tout autour, un capharnaüm, peau de bête, pièces de moto, piano, crâne d'ours, longue barre, icônes, armes anciennes ou non, tambour chamanique, sac de frappe de boxe suspendu à l'une des poutres et, bien sûr, des piles de mes bons vieux livres qui toujours m'ont accompagné. Tout cela devenait jeu ou prétexte à photo pour les jeunes filles. Une nuit calme, offerte par la clémence des dieux entre deux combats. En regardant mes amis, tous élégants, ô choses précieuses dans ce monde moderne qui en est si avare, les smokings étaient nombreux ici. Je ne peux que les aimer davantage. En regardant mes amis en robe longue qui s'amusaient lors de cette chaude nuit, je me souviens, je pensais au seigneur berbère de Citadelle. Je condamne ta vanité, mais non pas ton orgueil, car si tu danses mieux qu'un autre, pourquoi te dénigrerais-je en t'humiliant devant qui danse mal? Il est une forme d'orgueil qui est amour de la danse bien dansée. C'est une citation de Saint-Exupéry, évidemment. Les guerriers et les jeunes filles ont en commun l'amour de la danse bien dansée, et ces danses élégantes, sensuelles et dures, de celles qui élèvent. La danse sur le ring avec l'ami, la danse au feu avec la mort, ou, ici, le rock, le tango, où on l'enlace, où l'on enlace l'amante. Faites-moi toujours vivre, Seigneur, dans ce pays de filles déliées aux cheveux longs, s'exclamait, ravi un invité aussi imbibé que d'humeur poétique. Nous avions faim et soif plus encore. Vous voyez le style? Je l'ai trouvé génial et donc je vous encourage à la lecture de ce livre. Je mettrai le lien sous le descriptif de la vidéo. Et ceci me permet de vous dire que ce mois d'avril, nous allons parler de guerre. Nous allons parler de comment la guerre a évolué, non pas parce que nous allons la faire. Nous ne sommes que des gens qui veulent se protéger, protéger leur famille, nous les survivalistes, et nous le faire de manière le plus autonome et avec le plus de recherche de liberté possible. Mais la guerre parfois arrive sur nous, et nous en avions parlé déjà au mois de mars de cette année 2025, avec cette série de 3 vidéos sur les bombardements de Dresde et ce que nous pouvons apprendre en termes de survie par rapport à des bombardements. Là, je vais faire une série de vidéos ce mois d'avril, donc rejoignez-moi sur Patreon, où nous allons parler avec notamment Laurent Henninger, mais aussi, voilà, avec d'autres, sur comment la guerre moderne a changé, comment le champ de bataille a évolué, et qu'est-ce qu'il faut pour mener la guerre aujourd'hui par rapport à ce que l'on a fait dans le passé. On est toujours des guerres en retard, et il ne tient qu'à nous de se renseigner, de réfléchir sur ce que veut dire la guerre. Ce livre, Chant pour une nouvelle Odyssée, nous donne déjà un aperçu de ce qu'est le champ de bataille aujourd'hui. Nous allons aller plus loin, nous allons y réfléchir. Rendez-vous sur Patreon et en attendant, préparez-vous. Ciao.